Patrick Roche, actuel président de l'Union des photographes professionnels. Je remercie bien évidemment le Salon de la photo de nous avoir permis d'organiser cette conférence débat avec questions-réponses. Le thème, vous le connaissez, c'est à quel prix vendre ses photos. Il intéresse à la fois les professionnels et les amateurs, puisque le Code de la propriété intellectuelle concerne à la fois les professionnels et les amateurs. Ce débat sera animé par mon ami Jean-Claude Moxone, qui est auteur-photographe à Toulouse et qui est un des artisans des barèmes de l'Union des photographes professionnels. Nous avons comme participants Joëlle Verbruge, à ma droite, qui est avocate, auteur-photographe et auteur tout court d'ailleurs, puisqu'elle écrit des livres. Nous avons également la participation d'Aline Manoukian, qui est iconographe indépendante et membre de l'Association nationale des iconographes, dite l'ANI. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Claude Gaucher, membre du collectif Epicurians, qui est un collectif de photographes dont il est commercial. À ma gauche, j'ai Jean-Daniel Sudre, photographe, auteur indépendant, autoproducteur et membre également du collectif Epicurians, et donc qui est particulièrement expérimenté en ce qui concerne la négociation commerciale des photographies. Alors, quel est l'objet de ce débat? Ce débat, il ne concerne pas la vente de tirages photographiques lors d'expositions, dans des galeries, ni même la vente de commandes de reportages ou de sujets particuliers, mais il traite en fait l'aspect des négociations commerciales qui sont menées lors de l'utilisation d'images déjà existantes et produites de façon autonome. Donc nous aborderons la vente aux organes de presse écrite, la vente dans le domaine de l'édition, la vente en publicité et la vente aux entreprises et également la vente au site internet. Je vais passer la parole à Jean-Claude Moxone, ici présent, qui va commencer cette conférence en nous expliquant le pourquoi des barèmes édités par l'Union des photographes professionnels et un peu son historique. Et après, nous enchaînerons avec peut-être déjà des questions-réponses. Bonjour, on vient de nous faire une blague. Je voudrais faire un... Bon, je suis photographe à Toulouse, industrie, publicité, communication. Je suis installé à Toulouse depuis 69. Voilà. Et j'ai fait quelques photos. Un petit correctif. Le barème de l'UPP est un barème qui vient de très loin et dont j'ai pris la relève d'autres photographes antérieurs, notamment Marc Garanger, qui a surtout, qui a lui aussi fait beaucoup pour le barème. Et c'est notre rôle de chaque photographe, ou certains photographes qui sont plus près des barèmes et qui le connaissent très bien, se sont proposés de continuer l'évolution et de suivre l'évolution du barème. Moi, me servant beaucoup du barème, je trouvais que c'était tout à fait naturel que je m'y colle. Et puis jusqu'à un autre qui prenne la suite. Le barème a été... Les premiers barèmes photos, si ça vous intéresse, on va faire un peu d'histoire. Les premiers barèmes photos ont été faits à la sortie de la guerre, entre la presse et les journalistes qui étaient devenus, pour certains, quand la presse a vu qu'avoir des salariés propres ne suffisait plus, on fait tout naturellement, ou d'autres photographes se sont présentés à la presse, ça a créé une manière de travailler qui fait que
il a fallu installer des prix et des règles entre ces gens qui étaient extérieurs et non pas salariés. Comment on fait pour trouver un accord de vente à travers les photos. Et ça s'est développé tout doucement. Les premiers qui ont été dans le coup, c'est Cartier-Bresson, c'est Doisneau, c'est tous ces mecs-là qui se sont beaucoup bagarrés pour déjà établir une relation entre les éditeurs et eux-mêmes, alors que c'était la foire d'empoigne. On m'a raconté que les gars, on leur disait, tiens, voilà 50 balles et puis casse-toi. C'était un peu la jungle, ça l'est toujours. Et tout ça, ça a évolué. Ce premier barème, je l'ai vu une fois, c'était une feuille 21-29-7 pliée en 3. Je crois que le barème aujourd'hui fait 60 pages. Et après, l'évolution a été la nécessité d'avoir aussi des règles dans les photographes qui étaient dans la pub, des photographes qui étaient dans l'illustration aussi. Et tout doucement, ça s'est mis en place dans les 4 grandes familles de la photographie. Se sont mis en place des barèmes propres qui étaient aussi quand même, comment dirais-je, qui collaient à la réalité un peu des choses et où tout le monde était d'accord. Les agences, moi je me rappelle quand j'étais en agence, les photos qui étaient vendues en agence étaient à peu près le reflet de ce qu'on avait dans les barèmes à l'époque. Et ces barèmes, il y avait donc 4 familles. Ces 4 familles, à un moment donné, il a bien fallu, quand l'historique des photographes et de l'UPP, l'UPC, ARN, PPM et compagnie, il a été nécessaire de se regrouper plus encore pour être encore un petit peu plus fort. C'est là où Marc Béranger a pris tous ces barèmes différents, et là, il a fallu faire la synthèse de tout ce bazar. Il a eu un boulot énorme. Et il a créé un premier barème en recoupant ces 4 barèmes qui existaient auparavant. Et moi, je suis arrivé derrière et j'ai continué dans l'esprit, je l'ai encore modernisé, j'ai essayé de faire un peu mieux en appelant des copains, comme d'habitude, les bons photographes, les mecs qui ont du terrain et qui savent de quoi ils parlent. Et puis en ce moment, il y a 2 ans, j'ai planché comme un furieux pour essayer de trouver une solution pour les barèmes Internet et tout le bazar, parce que c'est là on est plongé dedans. Et actuellement, j'ai un peu laissé en stand-by cette année pour faire en sorte qu'on comprenne un peu, qu'on essaie de trouver une solution pour le livre et puis toutes les remue-ménages qu'on a actuellement entre l'ADOPI, toutes les lois qui circulent et tout. On est dans une machine à laver en ce moment. Donc il faut essayer d'attendre la phase d'essorage et qu'on va voir comment en ressortir quand si on arrive à en sortir un petit peu, si on peut être sec. Après, l'évolution, vous la connaissez. On voit du n'importe quoi. Les barèmes ont été faits quand même, quand ils ont été faits au départ, c'était quand même pour que les gars puissent vivre. Quand on regarde encore les prix, qu'on regarde après le prix d'un quart de page dans un bouquin qui est à 150 €, je suis désolé, si j'appelle mon plombier pour me changer un joint à mon évier, ça va me coûter 150 €. Donc les fondamentaux du barème sont quelque part respectueux un petit peu du coût de la vie, théoriquement. Et n'oublions pas aussi que les barèmes ont toujours été assis aussi sur la proportionnalité, puisque la notion de proportionnalité a toujours existé dans la loi, dans le texte de loi, qu'on doit être payé un peu en fonction des revenus. Donc il est tout à fait normal qu'en fonction des tirages, en fonction de ce qui se passe, les droits soient différents, et non pas la folie furieuse qu'on voit actuellement. Mais enfin là, tout le monde va dans le mur à ce jeu, où il est déjà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va repasser un petit peu. Vas-y. Peut-être l'expérience de Jean-Daniel en tant que photographe donc professionnel, auteur-photographe professionnel indépendant et produisant lui-même ses reportages. Je pense que ce serait intéressant d'avoir son point de vue, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet par rapport à ces situations-là. Bonjour, je crois qu'on est... Oui, ok. Okay. On est tous conscients, je crois, qu'il y a une baisse des tarifs et du marché.
Par rapport à ce qu'a dit Jean-Claude, je crois qu'effectivement cette notion de proportionnalité par rapport à l'usage est fondamentale. Oui, je dis... Oui. Voilà, c'est bon là? Voilà. Oui, je disais donc la proportionnalité, à mon avis, est un des fondements du droit d'auteur et qui a tendance à être battu en brèche. Et actuellement, je pense que la première des choses à surveiller pour les photographes, quand ils signent des contrats avec des éditeurs, c'est bien les clauses du contrat qui définissent l'utilisation des contenus. Un droit de reproduction, c'est un usage, et un autre usage entraîne la facturation d'un autre droit de reproduction. Et actuellement, nous voyons circuler des contrats que je qualifierais d'illégaux, puisqu'ils font comme si la loi Hadopi était déjà passée et intègrent la propriété des contenus pratiquement à l'éditeur. Donc, à mon avis, c'est le premier point de vigilance, c'est avant d'accepter de céder ou d'accomplir un travail, de bien valider que le contrat, de bien valider ce que vous signez. Parce que si les tarifs ont tendance à baisser et les gens ont tendance à vous dire « mais de toute façon, cette photo-là, je peux la trouver chez Cacalia pour pas cher », la réalité des choses fait que tous les éditeurs, tous les groupes cherchent à être propriétaires des contenus pour pouvoir utiliser et réutiliser en version papier et en version web vos contenus. Alors, à mon avis, le premier débat, il est là, c'est comment veiller à ce qu'on signe dans les contrats, ce respect du droit d'auteur et cette proportionnalité. Voilà. Je crois que Joël pourrait peut-être nous éclairer. Oui, tout à fait. Je vais lui passer sur le ces micro. contrats. Juridiquement, Joël, comment ça se passe Mais alors, il y a deux choses en pratique. C'est qu'en effet, les contrats que je vois passer, moi, que les photographes me transmettent, au moins 7 à 8 sur 10 sont illégaux à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on prévoit une rémunération forfaitaire, alors qu'on n'est pas dans les quelques cas légaux où la rémunération forfaitaire est autorisée. Il faut savoir que la règle, c'est donc bien la proportionnalité, en fonction du nombre d'usages, du type de support, etc. Si la loi prévoit une série d'exceptions, elles sont clairement définies. C'est-à-dire, enfin, il y a 5 ou 6 exceptions, je ne les ai pas reprises là, mais c'est en gros les cas où il est impossible matériellement d'évaluer le profit qui va être fait sur une image. Mais c'est rarissime. Et à partir de ce moment-là, normalement, on doit partir toujours sur de la proportionnalité. Et c'est vrai que la plupart des contrats que je vois passer ne prévoient pas ça. Une autre difficulté pour les barèmes, mais on pourra peut-être en parler plus tôt après dans le débat, c'est le fait qu'ils pourraient aussi, ou ils devraient aussi servir aux magistrats à évaluer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon. Or là, j'ai fait un petit relevé de la jurisprudence que l'UPP m'a envoyée et que j'avais trouvé de mon côté. Et vous verrez que pour les écarter, les magistrats ne manquent pas d'imagination. Et tout en rappelant le plus souvent que la rémunération doit être proportionnelle, terminent leur jugement ou leurs arrêts en disant eh bien, très bien, on condamne à une somme forfaitaire de autant. Et si on arrivait, mais ça je crois que c'est plus logique de l'aborder plus tard, à avoir quelque chose qui soit une base, entre guillemets, officielle, que ce soit l'UPP ou autre chose, mais qui soit un fondement de raisonnement pour les magistrats, comme ça existe en matière d'indemnisation du dommage corporel, on aurait au moins l'habitude, dans l'esprit des magistrats, de rechercher qu'est-ce qu'on a fait comme utilisation, en combien d'exemplaires, etc., pour que les magistrats reprennent la base, c'est-à-dire la rémunération proportionnelle. Oui. Il faut peut-être rappeler ici qu'en France, nous avons un code de la propriété intellectuelle qui définit le droit d'auteur de façon différente des pays anglo-saxons, par exemple, qui, eux, sont sous le régime du copyright. Le régime français prévoit donc une proportionnalité des rémunérations en fonction des différentes utilisations, alors que dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, le droit anglo-saxon, je le connais moins bien, mais en effet, la règle est vraiment particulière au droit latin, disons, parce qu'en Belgique, c'est la même chose, au Luxembourg, à ma connaissance, la même chose aussi. Mais dès qu'on part sur du droit anglo-saxon, on a plus de latitude du côté des éditeurs pour imposer un petit peu ce qu'on veut, ça c'est sûr. Alors, peut-être... oui, j'aimerais que Claude nous donne l'état du terrain en tant que commercial, essayant
de négocier les droits des photographes qu'ils représentent. Bonjour. C'est assez simple en fin de compte. On a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les barèmes UPP ou FNAPI. Dans ces cas-là, quand les magazines les acceptent, il n'y a pas de problème. Mais il y a de moins en moins de magazines qui utilisent cette grille tarifaire, ces grilles tarifaires. Chacun maintenant, chaque groupe de presse ont leur propre grille tarifaire. Si vous acceptez ces grilles tarifaires, vous travaillez. Si vous ne les acceptez pas, vous ne travaillez pas. Donc il y a vraiment un problème majeur de rapport de force. C'est-à-dire que maintenant, je dirais que les auteurs sont affaiblis, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport aux éditeurs. Et il y a une pression énorme maintenant, même sur les services photo, pour, comment expliquer ça simplement, pour avoir un budget le moins important possible, le budget photo le moins important possible. Ça veut dire qu'il y a une pression sur les services photo qui maintenant devient presque intolérable. C'est-à-dire quelque part, il y a des menaces sur leur emploi. Donc c'est vraiment une pression forte, c'est pas une pression comme ça. Et donc les tarifs sont maintenant de plus en plus durs à maintenir. Et vraiment, ceux qui peuvent maintenir leurs tarifs sont des gens qui sont incontournables. Tous les autres sont obligés de se plier peu ou prou aux fourches codines des maisons d'édition. Voilà, donc il faut être, je pense, pragmatique. Hein, il faut être pragmatique. Il faut, au coup par coup, savoir si vous êtes incontournable ou pas. Merci Claude. Alors, il y a une personne dans un journal ou chez un éditeur qui est importante, c'est l'iconographe, puisque c'est l'iconographe qui va faire les recherches et parfois le choix, souvent le choix d'ailleurs, des photos retenues pour l'illustration. Donc, l'iconographe est évidemment au courant des tarifs pratiqués. Elle se trouve parfois prise entre le marteau et l'enclume. Nous avons Aline Manoukian avec nous qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Aline ? Oui, en fait, le travail de l'iconographe est de plus en plus important, surtout dans la presse. C'est pas une question d'iconographe, c'est une question de directeur photo qui est de moins en moins présent dans la presse. Et qui dit directeur photo dit position quand même de décision et de prise de position. Or, les directeurs photo sont souvent remplacés par des directeurs artistiques qui n'ont pas forcément une culture photographique. Et les iconographes sont mis sous énormément de pression. Excusez-moi pour mon accent et mes fautes de français, c'est pas ma langue maternelle. On est mis sous beaucoup de pression. Notre travail est menacé. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'iconographes et de plus en plus d'utilisation de photos dans la presse. On n'y peut rien. En fait, on n'y peut rien. Le barème de l'UPP est une très bonne chose parce que c'est une référence, mais on ne peut pas l'appliquer. On n'est pas demandé de l'appliquer. On est même prié de ne pas l'appliquer. Mais le barème est très important parce que c'est une référence. Parce qu'avec le barème, on peut dire, regardez, vous êtes vraiment en dessous des prix. Donc l'excuse des journaux, c'est qu'on ne peut pas payer ces prix-là parce que nous, on n'a plus de publicité, on n'a plus d'argent. Les photographes, bien sûr, gagnent moins bien leur vie. Donc le coût de la photo baisse par rapport à la crise de la presse. Mais il n'y a pas d'autres prix qui baissent dans la vie courante. Donc, il y a une disproportion absolument aberrante entre ce qui gagnent les photographes aujourd'hui et le coût de la vie. Voilà. Oui, merci Aline.
Moi, j'ai une question à te poser. Moi, je voudrais savoir comment se place la qualité photographique dans ce que tu as amené à choisir par rapport au prix, justement. Alors voilà, le problème est là. Le problème est là parce que on nous oblige d'aller chercher des images dans des agences avec lesquelles les magazines ont fait des accords. On finit par avoir des images qui sont publiées partout, et ce sont les mêmes images parce qu'on ne peut pas inventer dans une seule agence une énorme quantité d'images pertinentes. La deuxième chose, c'est qu'on nous demande d'aller chercher dans les stocks photos, dans les agences à 1 € la photo, je ne veux pas nommer, il y en a de plus en plus. Le problème, c'est que pour moi, c'est très simple. Ça, c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon, c'est du made in China. C'est-à-dire que c'est l'ancien tati où il faut aller fouiller pour peut-être trouver la perle rare. Donc, si vous voulez sortir vos journaux et vos magazines avec de la contrefaçon, allez-y. Mais après, ne vous étonnez pas que vos magazines ne se vendent pas. Parce que ce sont des magazines de mauvaise qualité. Voilà. Quand on fait notre produit avec de la contrefaçon et on ne respecte pas le lecteur, on lui donne... Écoutez, une femme qui se promène habillée en contrefaçon de tête aux pieds, on ne peut pas dire qu'elle a de la classe. Donc, si on vend des magazines et des journaux qui n'ont pas de la classe, après, on ne peut pas espérer que ces journaux et ces magazines se vendent. Voilà. Oui, merci Aline. Tu peux dire de moi. Alors, un autre aspect qui est nouveau par rapport à il y a quelques années, c'est que certains groupes de presse passent des accords avec certaines agences et n'achètent plus les photos une par une, achètent les photos de façon globale, en volume. J'aimerais que Claude nous dise 2 mots sur ces pratiques commerciales qui sont nouvelles. Ça existe de plus en plus, oui c'est vrai, mais ça ne se passe pas par rapport à réellement un nombre d'images comme ça forfaitaires. C'est beaucoup plus pervers en fin de compte. C'est-à-dire que des agences, la première sponsorisée en France, c'est l'AFP, a fait des accords avec beaucoup de magazines, de news magazines, payés par nos impôts, et donc a fait des accords avec d'autres agences, petites agences comme SIPA, comme REA, comme des choses comme ça, qui ont réussi à capter un marché des news magazines uniquement avec une politique tarifaire ras la caisse. Et donc, en fin de compte, il n'y a pratiquement plus d'ouverture pour les autres sources d'images, puisque le marché est captif pratiquement. Et ce que disait notre ami à côté, c'est que les iconos doivent se battre justement pour sortir de ça. Et ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a une grosse pression. Et malheureusement, je pense que il y a aussi un autre cas de figure dont je voudrais peut-être, qui m'agace un peu, c'est Image Forum avec donc toutes les petites structures qui sont autour d'Image Forum. Donc il y a une dizaine d'agences ou une quinzaine d'agences. Et on retrouve maintenant des photos AFP avec 4 crédits devant. Le photographe, l'agence qui représente le photographe, l'agence qui est sur Image Forum et AFP. Donc après, je ne sais pas ce que touche le photographe, mais ça ne doit pas être terrible. Voilà. Bien, merci Claude. On peut, je pense, passer déjà à une série de questions, si vous en avez. Nous avons un micro à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous venons d'évoquer? Pas de questions? Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des contrats illégaux. Qu'est-ce qui se passe si on signe des contrats illégaux? Alors, la première question, c'est de savoir si le photographe va avoir les reins assez solides pour aller devant le juge, mais financièrement, je veux dire. Mais si c'est le cas, la sanction classique, c'est l'annulation du contrat, ou en tout cas de cette clause-là,
de telle sorte que si l'illégalité porte sur la clause qui concerne la rémunération, le juge devra la fixer lui-même, ou en tout cas recueillir assez d'éléments auprès des parties ou d'un expert pour la fixer. Et on en revient à ce que j'évoquerai peut-être tout à l'heure sur les arguments qui sont invoqués de manière récurrente par les magistrats pour écarter systématiquement les barèmes UPP ou même le code des usages en matière d'illustration photographique. Bien. Oui. Je travaille pas mal avec des mairies, et les mairies, je cesse de travailler parce qu'ils demandent maintenant un contrat d'utilisation illimité des photos sans proportionnalité, et c'est l'État français. Oui, alors la solution, c'est ce que je dis aussi parfois pour les concours photos avec les règlements illégaux, la solution la plus, à mon avis, la plus efficace pour leur faire comprendre serait de signer le contrat, d'attendre 1 an ou 2 et d'aller devant un magistrat en disant votre clause est illégale et je demande l'annulation du contrat. Et en droit, en principe, le magistrat ne peut pas refuser, il est obligé d'annuler parce que la clause qui ne prévoit pas de limite de durée est illégale. Voilà, le problème, c'est que ça implique un pari financier sur l'issue du litige et que forcément les gens ne le font pas. Mais ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on ne travaillera plus jamais. Avec les mairies, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Bonjour. Quels sont les risques encourus par ces éditeurs, ces mairies ou autres acheteurs, on va dire, de photos qui font des contrats illégaux? Si le contrat est annulé et que le juge refixe la rémunération, ce sera simplement de payer la rémunération. Par contre, si vous imaginez qu'une action est introduite au pénal, ce qui est tout à fait possible, vous la fondez de toute façon sur la contrefaçon, parce qu'en utilisant une photo sur base d'un contrat qui n'est pas valable, vous faites une contrefaçon. Et vous pouvez choisir d'assigner soit au civil, soit au pénal. Et donc vous pourriez imaginer que si un contrat, alors c'est plus facile d'attaquer une personne physique au pénal qu'une personne morale, mais ça reste possible en tout cas pour une société, vous pouvez l'attaquer et potentiellement une condamnation du chef de contrefaçon, ce qui est quand même une condamnation pénale avec pour les responsables un casier judiciaire. Donc il y a des armes. Le problème, c'est que la mise en œuvre de ces armes coûte très cher. Et là, si je peux faire une petite parenthèse, ça s'est aggravé depuis 2009, ce problème de coût, du fait des décrets qui ont été promulgués et qui obligent maintenant, quand vous avez une photo qui a été volée, d'assigner, non pas devant le tribunal d'instance, si le montant n'est pas très élevé, du lieu du domicile de votre contrefacteur, comme c'était le cas avant, mais d'assigner devant un des 9 tribunaux de grande instance compétents pour toute la France. Tribunaux de grande instance, ça veut dire qu'il faut un postulant, un avocat sur place, etc. Donc en voulant créer des juridictions spécialisées, c'était le but, en tout cas déclaré du législateur, on a finalement mis des freins énormes à la reconnaissance de la violation des droits des photographes ou des autres artistes, parce que les coûts de justice vont être tels que finalement, il n'y a plus personne qui ose aller de l'avant. Bien, merci Joël. Je souhaiterais que notre juriste de l'UPP, Nolwenn Bécher, qui est présente, nous dise juste un petit mot, car il existe désormais, avant le conflit éventuel, le centre de médiation culture, qui se place donc entre le... À moins que tu veuilles, à moins que tu connaisses, qui se place, qui est une étape juste avant le conflit inévitable. Nolwenn. Oui, le Centre Médiation Culture a été créé par des avocats qui souhaitaient effectivement proposer un autre mode de règlement à l'amiable des litiges. C'est un mode de règlement des litiges assez intéressant qui permet effectivement, comme disait Maître Verbruge, il faut pour entamer un litige avoir les reins solides et savoir qu'on en a pour un certain nombre d'années. Et ce genre de médiation permet effectivement, représenté par un avocat, d'arriver à régler le litige et à trouver une rémunération qui puisse satisfaire le photographe. Bien, merci Nolwenn. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Bonjour. Alors, dans de plus en plus de médias, on voit des annonces proposant à des personnes lambda de fournir des photos sur des événements auxquels ils ont assisté. Alors,
qu'en est-il de cet aspect-là au niveau légal et au niveau juridique? Et deuxième petite question, de plus en plus d'événements type festival obligent les photographes à signer des contrats pour donner les droits d'utilisation à l'image, pour pouvoir accéder au festival et avoir une accréditation. Est-ce que ça, au niveau légal, il y a vraiment une issue pour éviter ça et pour obliger un peu les organisateurs des festivals à engager une équipe de photographes professionnels plutôt que de demander sur tous les photographes qui sont mandatés par des médias extérieurs? Merci. Oui, alors il y a évidemment un aspect juridique à cette question, donc je vais laisser Joël répondre sur cet aspect-là. Et sur la première partie, je reprendrai la parole. Je dirais plutôt que la responsabilité, enfin, si on prend la première question concernant les événements captés par des kidams et des passants et qu'on invite à transmettre leurs photos après, moi je crois que le plus gros problème, il n'est pas juridique, là, il est de la déontologie du journaliste. On peut faire dire n'importe quoi à une image, mais ça, c'est peut-être pas à moi de le dire, c'est plutôt les journalistes qui doivent défendre leur déontologie et les engagements qu'ils ont pris dans leur métier pour que n'importe quel message ne soit pas véhiculé par n'importe qui. Oui, alors il faut quand même dire que le crowdsourcing, puisqu'on l'appelle comme ça, hein, l'expression anglaise, en réalité, les titres se fournissent directement auprès des amateurs qui sont sur place quand il y a un événement, a toujours existé quelque part. Mais le phénomène s'est amplifié largement grâce à l'arrivée du numérique ou à cause de l'arrivée du numérique. Des téléphones portables aussi avec photo. Et des téléphones portables, évidemment. Quand on voit ce qu'on peut faire dire à une image, c'est vrai que c'est inquiétant de se dire que n'importe qui véhiculant une idée qui est directement orientée politiquement peut aller sous couvert d'anonymat obtenir une publication pour cette idée-là et cette image-là. Voilà, et ce qu'on peut regretter, c'est qu'évidemment, ces images fournies par les amateurs sont souvent non rémunérées. Hein. Elles sont, oui, c'est le but aussi, hein. Enfin, de la part de ceux qui s'en servent et qui l'appellent, c'est le but forcément. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, pour le festival. Alors, sur la question des festivals, effectivement, on a eu à l'UPP plusieurs fois des demandes dans ce sens. C'est très difficile parce que les organisateurs de concerts sont souvent soumis aux desiderata de certains artistes. Et en réalité, ils les répercutent. Ils ont beaucoup de demandes d'accréditation. Effectivement, et je dirais que celui qui est indépendant, qui travaille pour la presse, il est en position de faiblesse, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce plan-là, sinon s'il y a un abus d'utilisation après coup, de le dénoncer. Mais à ce moment-là, on se place hors jeu, quoi. Il y avait des échanges entre le SNJ, le Syndicat national des journalistes, et le ministère de la Culture, en 2010 ou je ne sais plus quand, à ce niveau-là, parce que précisément des journalistes titulaires de la carte de presse s'étaient vus refuser l'interdiction ou étaient rentrés dans un festival et s'étaient vus sérieusement malmenés par les vigiles. Et le ministre de l'époque s'en était évidemment indigné en rappelant que tout titulaire de la carte de presse avait le droit de rentrer partout, etc. Mais de fait, je ne suis pas sûre que ça ait changé parce que quand j'entends les problèmes qui se posent encore, il y a ce problème-là et alors le problème du conflit éventuel entre l'artiste qui diffuse ses photos et le photographe qui diffuse ses photos et l'artiste qui invoque de son droit à l'image pour éviter la diffusion. Donc il y a à ce niveau-là deux problématiques distinctes. Je fais un grand festival de piano tous les ans. C'est extrêmement compliqué parce qu'il ne faut pas faire de bruit, il faut être discret, il y a des gens qui payent. Et quand vous avez une dizaine de pingouins qui veulent se travailler autour et que ça fait clic-clac partout, je ne vous dis pas, les chaises, elles volent. Donc, il y a aussi un respect du lieu et un respect du concert et un respect de gens qui viennent payer pour entendre quelque chose où il ne faut pas qu'une mouche vole. Donc on peut comprendre aussi quelque part tous ces gens de directeurs de festivals qui veulent déjà
assurer la tranquillité du public, parce qu'on les voit des fois faire. Moi, quand je les vois, je deviens dingue. Quand j'en ai vu quelques-uns, j'ai presque failli les foutre dehors, les photographes, certains. Non pas parce que j'étais moi accrédité, mais que quelque part le comportement est un peu quand même un peu léger, surtout dans du classique et du piano. Mais après, bah oui, vous allez avoir dans certains festivals aussi les musiciens. On vous dit pas plus de 3 minutes. Encore une fois, par rapport au respect des gens qui sont là, parce que si vous avez une dizaine de zouaves qui sont devant la scène avec leur flash, en train d'emmerder tout le monde, qui ont payé des fois des sommes folles pour être au premier rang, j'avoue que c'est pas possible. Donc il faut aussi comprendre les directeurs de festivals qui vont peut-être accréditer. Alors là, c'est vrai qu'en cherchant sous cette forme-là, on cherche à avoir des photographes qu'on ne va pas beaucoup payer, en leur disant, ou qu'on ne va pas payer même du tout, parce qu'en disant, attends, tu te rends compte, tu fais un festival. C'est tout le dilemme. Donc c'est un problème d'équilibre, encore une fois. Mais moi, je sais pas, ça fait 5 ans que je fais ce piano jacobin. J'ai jamais eu de problème avec le public. Je fais extrêmement attention et ça se passe bien. Mais je suis tout seul. Parce que si on était 5, c'est insupportable. On se referait virer, mais direct. Donc il y a aussi un certain respect à avoir quand on a un appareil photo. Et je trouve que par moment, il y a certains photographes qui oublient un tout petit peu cette notion-là. Et c'est fait qu'on en arrive à ces problématiques où on dit les photographes dehors, on ne peut plus entendre parler, on en prend un et puis point final. Et c'est aussi une des raisons. Qui veut la parole? Il y a une question? Allez-y. C'est sur un autre sujet. Bonjour à tous. C'est au sujet des maisons d'édition. Du point de vue du contrat, ce que vous avez abordé, vous prenez 2 points, celui de la durée et celui de la proportionnalité. En ce moment, il y a de nouveaux supports, je pense au EPUB. Pour le moment, les photos ne sont pas très développées sur ces supports, mais comment l'éditeur peut garantir sur son contrat une durée, puisqu'une fois qu'ils ont été diffusés, ils ne seront pas retirés de la vente, par exemple au bout de 70 ans, parce que l'éditeur n'a plus les droits sur les photos. Et au niveau de la proportionnalité, en ce moment, la vente des EPUB est assez dure à estimer proportionnellement combien d'EPUB vont être vendus. L'éditeur ne peut, comme dans tout contrat, l'éditeur ne peut s'engager que pour lui-même. Quand il s'engage à dire « je n'utiliserai, moi, éditeur, cette photo que pendant un certain temps sur les supports, qu'ils soient numériques ou papier », eh bien, il prend l'engagement pour lui-même. Si après ça, la photo, elle a circulé parce que d'autres l'ont contrefaite et qu'elle circule encore, là, il n'y est pour rien. Maintenant, dans le contrat qu'il fait, il doit évidemment énumérer les utilisations qu'il va en faire. Et si un livre est destiné à sortir également en version numérique, ça doit bien entendu être mis dans le contrat et ça doit aussi bien entendu être rémunéré. Ça, c'est sûr. Je passe la parole à Jean-Daniel Sudre. Merci, Joël. Oui, dans les contrats que j'ai vu passer et que je qualifie d'illégaux, et je pense que Joël va nous éclairer, sans l'éditeur, après une première parution dans un magazine, s'arroge la propriété de la photothèque de l'auteur pour les autres titres de la maison d'édition. C'est le premier cas. Le deuxième cas, il prévoit ensuite une cession possible d'images à des tiers extérieurs au groupe. Et dans le meilleur des cas, le photographe touche 15 à 20% des sommes perçues. Ce qui explique qu'on voit actuellement une génération de photographes de talent dont on ne retrouve pas les images ou dont on ne peut pas se procurer directement les images auprès de leurs auteurs parce qu'ils sont sous embargo. Et là, je me demande si, il ne faudrait pas qu'à l'UPP on fasse rentrer en demandant aux photographes de nous faire parvenir d'abord tous ces contrats, nous en avons certains, et voir s'il n'y aurait pas une possibilité d'action de groupe. Oui, dès le moment où l'action de groupe sera réellement autorisée en droit français, ce serait pas mal. Mais le problème aussi, c'est que de nouveau, en amont, il faut que les moyens existent pour revendiquer de cette manière-là. Et pour les contrats, en effet, dès le moment où vous voyez passer un contrat où votre éditeur ou votre interlocuteur se réserve le droit de transmettre à un tiers, moi, mon conseil, c'est systématiquement non. Désolé, je ne veux pas. Vous voulez transmettre à un tiers, je ne suis pas contre, mais vous me prévenez avant. Et je vous dis tout de suite que le jour où vous transmettez, que je ne suis pas prévenu, eh bien, c'est contrefaçon et j'assigne. Maintenant, c'est facile à dire, parce que moi, je vois le problème au moment où il est déjà existant et au moment où le photographe vient dans mon cabinet en disant « écoutez, j'ai un problème, voilà ». Mais il est évident que quand il doit manger, nourrir sa famille et remplir son frigo, c'est moins facile. S'il a le choix entre ça et rien, ben, à un moment, il faut le faire. Donc, je suis tout à fait consciente que mon discours, il reste très théorique à certains moments et
et que ça ne répond pas à toutes les questions. Mais oui, il faut faire attention à ce qu'on signe, ça c'est évident. C'est évident. Oui, mais si on reprend le problème de la cession, même à l'intérieur d'un groupe, pour signer le contrat, il faut être sûr d'avoir une rémunération proportionnelle par rapport aux divers usages qui seront déclinés derrière. Mais dans une des versions de la loi Adopi, en tout cas pour ce qui est des groupes de presse, ils indiquent que dès le moment où des photos sont faites et diffusées du fait d'un des journalistes du groupe de presse, elles peuvent être utilisées dans tous les membres de ce groupe de presse, pour autant que ça forme, alors je ne sais plus quels sont les termes, un groupe cohérent, quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'évidemment, ils ne définissent pas eux-mêmes ce que c'est que le groupe cohérent. Donc ce sera encore à la jurisprudence, pour autant qu'elle veuille vraiment se pencher sur la question, de définir jusqu'où cette autorisation de cession au sein des mêmes groupes marche et à partir de quand elle est abusive. Mais de nouveau, c'est des lois, les lois Adopi, on en fait des versions successives, on n'a même pas le temps d'appliquer les premières et de les définir qu'on en fait d'autres, donc plus personne ne s'y retrouve. Et même à l'intérieur d'un même groupe, réutilisation dit à nouveau perception d'un droit de reproduction. Oui, c'est évident. Allez leur faire comprendre. C'est évident. Oui, c'est évident légalement. Mais Voilà. Alors en fait, le malaise du droit d'auteur, c'est parce qu'on est en pleine illégalité. On est en pleine illégalité avec des banques d'images type Kakaya qui font de la vente à perte. On est en pleine illégalité avec des structures comme les offices du tourisme et les comités du tourisme qui utilisent des photothèques en diffusion en libre de droit parce qu'ils achètent des photos à des photographes. Quand ils les achètent, parce que moi je vois passer beaucoup de dossiers où ces mêmes offices de tourisme pompent systématiquement les photos. Donc on est en pleine illégalité. Ouais. Et si on continue, et c'est pour ça que je pense que lancer un appel au contrat et faire rentrer à l'UPP tous ces contrats litigieux pour qu'on puisse entamer une action, c'est à mon avis un des fondements doubler le nombre de juristes alors, parce que Nolwenn ne va plus s'en sortir. Merci Jean-Daniel. Il y a une autre question de monsieur. Merci. Je voudrais revenir sur les festivals. J'ai le cas d'une collègue qui a donné ses photos gratuitement à une maison de disques, puisque le musicien a dit si tu ne les donnes pas gratuitement, tu ne pourras plus les utiliser. Mais non, c'est systématiquement, c'est le même problème, toujours ce conflit entre droit à l'image prétendu du musicien et de l'artiste. Et j'en ai fait quelques pages dans le bouquin que je viens de sortir, précisément parce que ça se produit tous les jours. Moi, comme photographe de concert, j'ai la même chose. Je mets des photos en basse résolution sur mon site. J'ai l'artiste qui m'écrit en disant « Elles sont super vos photos, merci de me les envoyer en haute définition. » Je dis « Ils sont super vos morceaux, mais tout comme vous, je dois vivre. Donc merci de me dire à quoi vous voulez les utiliser. » J'ai encore eu la semaine dernière. Merci de me dire à quoi vous voulez les utiliser. Je vous ferai un devis. Bon. Et après, le mail qui revient après, c'est soit en effet désolé, etc. Je veux les utiliser à ceci. Une fois sur 3 ou sur 4, on va dire. Et le reste du temps, c'est « Ah oui, mais non, c'est quand même moi sur la photo et mon droit à l'image. » Je dis « Mais non, le droit à l'image, c'est l'article 9 du Code civil. L'article 9, c'est la vie privée. La vie privée, c'est pas quand vous faites votre métier sur scène, de 1. De 2, vous avez éventuellement un droit voisin en tant qu'artiste-interprète. C'est un des droits qui sont prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Mais ce droit voisin, dit le Code, ne doit pas entrer en conflit avec le droit des auteurs. Donc ça fait 2 bonnes raisons de vous dire « Désolé, mais votre droit à l'image, entre guillemets, d'artiste ne peut pas faire opposition, ne peut pas empêcher que ma photo circule. Donc maintenant, vous voulez négocier, on négocie, mais sinon pas. » Mais donc, c'est en tout cas pas un argument, ça c'est sûr. Voilà, d'autres questions? Ah, c'est de l'autre côté. Merci, Joël. Bonjour. Ça revient un peu à ce que disait la question d'avant, vis-à-vis des gens qui se costument, qui ont confectionné leurs costumes et qui pourraient dire c'est nous qui avons conçu les costumes, vous nous piquez notre création en photographiant. Mais là, vous avez un conflit entre le droit d'auteur du photographe sur ses photos et l'éventuel droit d'auteur du costumier, on va dire, sur ses costumes. Voilà. Et là, ça va se résoudre comme tout conflit. Si le costumier démontre que ses costumes sont originaux, vous pourrez éventuellement les diffuser dans le cadre d'une information sur le défilé qui a eu lieu si c'est sur la voie publique. Mais par contre, refaire, par exemple, une carte postale à titre commercial avec ces photos-là, ça ne marchera pas. Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du débat sur la vente des photos elles-mêmes. Là, on rentre plus dans droit d'auteur et droit à l'image. Oui, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait, mais c'est pour recentrer, on va dire. D'autres questions? Oui, bonjour. Je suis de ce côté-là, à droite, à gauche. Rien du tout. À gauche. Voilà, je suis photographe amateur et je souhaite un jour ou l'autre vendre mes photos au niveau sportif
Et je voulais savoir un peu comment on pouvait faire le droit à l'image, comment vendre et à quel statut qu'on peut avoir. Sur un magazine, j'ai été contacté par un magazine, je n'ai pas encore donné des photos, mais il y a quelques magazines spécialisés dans le triathlon qui souhaiteraient m'approcher pour vendre, pour acheter des photos. Ce sont des photos que vous avez réalisées qui sont préexistantes, donc ce n'est pas une commande du magazine, non? C'est pas une commande, mais je me retrouve souvent sur les épreuves avec des journalistes spécialisés, et des fois, ils faisaient, parce que je fais quelques belles photos et ils aimeraient les utiliser. Donc savoir comment faire, parce que j'en ai jamais donné, je voulais savoir comment faire. Faites attention à une chose, c'est que dites-vous bien que les magazines, quelle que soit la qualité de vos photos, pour l'instant veulent peut-être aussi les utiliser parce qu'elles se disent qu'elles les auront gratuites. Donc sans préjuger de la qualité de vos photos, dites-vous bien que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes démarché par rapport à des journalistes ou à des auteurs photographes qui tenteront en tout cas d'en obtenir un prix plus raisonnable. Et sinon, vous pouvez l'envisager sous un statut d'auteur. Mais bon, là, c'est un long débat et pareil, on sort un petit peu, mais sinon, je vous conseillerais un bon bouquin. Vous pouvez le faire sous un statut d'auteur, en tout cas, et essayer d'éviter de le faire en tant qu'amateur de façon trop régulière. Un amateur peut faire une session de droit très occasionnelle de photos, mais dès le moment où ça va devenir régulier, il faut vraiment un statut. Oui. La frontière entre amateur et professionnel, là, est invisible. Hein. Le droit d'auteur s'applique de la même façon. Et donc, les barèmes que nous éditons peuvent aussi bien s'appliquer à un amateur qui fait des photos pour la première fois qu'à un professionnel qui en fait depuis 25 ou 30 ans. Voilà, c'est juste qu'au niveau de son statut, il a intérêt à un moment à se mettre un petit peu dans les clous, déjà pour que ce soit légal et aussi, oui. D'autres questions? Oui, bonjour, Charlie Abad, photographe. Je voudrais savoir si un jour ou l'autre, on va pouvoir faire enlever des contrats une clause qui est presque rigolote, je vais dire, mais c'est tristement rigolo. C'est que depuis des années, pendant des années, moi j'ai signé, par exemple pour le musée du Louvre, je crois qu'il y a la Villette aussi, il y a pas mal d'organismes comme ça qui, dans leur contrat, marquent et la photo pourra être utilisée par tout moyen, y compris par des moyens non encore à ce jour inventés. Ça, c'est la totale, je veux dire. C'est qu'on peut faire des diapos, projeter sur la Lune ou je sais pas quoi ultérieurement. Ça, c'est un chèque en blanc. Je veux dire, c'est un truc qui c'est en gros un blanc-seing, mais il y a certaines formulations qui restent valables, en tout cas qui sont considérées comme valables par les tribunaux. Dès le moment où on vise par exemple le support papier, etc., et tout moyen inventé, pour autant qu'on limite dans la durée et dans l'étendue géographique, pour l'instant les tribunaux considèrent que c'est valable. Après, je de nouveau dit, c'est à vous peut-être à négocier et de supprimer cette phrase-là en concluant. Oui. Avec un musée, c'est pas toujours facile. Ceci dit, je dis modestement que j'ai signé quand même les trucs. Oui, non, mais pour à la bosser, rigueur, tout le monde 12 ans au Louvre, j'ai tout le temps signé ça. Ouais. En m'en foutant un petit peu, je bossais. Mais le plus important, c'est vraiment que ce soit limité dans le temps. Et à partir de ce moment-là, vous aurez au moins une limite sur l'évolution technologique dans cette période-là. Oui, je comprends. Oui. Mais quand vous serez sur la Lune, prévenez-moi quand même. C'est tout de même paradoxal qu'on soit parfois obligé de céder des droits sur quelque chose qui n'existe pas encore. Sur un mode de diffusion qui n'existe pas encore. Par contre, attention, on peut pas. C'est nul de céder des droits sur des œuvres futures. Ça, c'est nul. Sur un moyen de diffusion qui n'existe pas encore, ça, c'est considéré comme valable dans certaines limites. Mais une cession globale d'œuvres futures, ça, c'est totalement nul. Donc vous ne pouvez pas trouver un photographe que vous trouvez talentueux, faire une session globale pour toute son œuvre, ça ne vaut pas. Ça tient 2 minutes et demie devant un magistrat, même s'il est fainéant. Et pour une petite parenthèse aussi, pour en revenir à la... Bon, moi, je suis photographe depuis 77 à peu près. Pas à peu près, d'ailleurs, 77. Et j'ai vu se déliter complètement... bon, c'est un constat, hein, j'ai pas de solution, mais progressivement, j'ai adhéré à la FAPC, ça remonte pas à hier, en 77. Et les barèmes, je les faisais appliquer, et ça marchait bien. Puis au bout d'un certain nombre d'années, les journaux ont commencé à dire nous, on paye à la page. Alors, au début, moi, j'ai revé dans les brancards, j'ai réussi à me faire respecter un peu. Puis progressivement, il n'y avait plus moyen. Donc c'était à la page. Alors, je sais pas, 1000 balles la page, machin, enfin, bon, j'en passais des meilleurs. Et puis, en ce qui concerne aussi ce que disait Jean-Claude tout à l'heure à propos des directeurs artistiques, non, je ne sais plus qui parlait des directeurs artistiques, je crois que c'est Ariane.
Et du coup, j'ai vu aussi, j'ai travaillé avec des directeurs artistiques, c'est-à-dire qui étaient maîtres à bord, c'est-à-dire que le rédacteur en chef n'avait pas la parole. Quand le rédacteur en chef disait « Oh, tu vas pas mettre cette photo », il dit « Toi, ta gueule, tu retournes à ton bureau ». Et il passait ce qu'il voulait. Ils étaient maîtres à bord. Et progressivement, ces directeurs artistiques qui étaient payés au prix de directeurs artistiques ont disparu dans les journaux. Et là, ça a été les premiers maquettistes qui sont devenus, qui faisaient office de directeur artistique, mais qui étaient payés comme premiers maquettistes dans la grille et qui n'avaient aucune compétence. J'ai rien contre les coupeurs de photos au ciseau, là, mais je veux dire, les mecs qui montaient les images en se foutant complètement de l'homothétie. Tout le monde a son avis, sauf les personnes qui sont concernées. Moi, j'ai des cas où c'est la secrétaire de rédaction qui dit « Il me faut absolument cette photo ». Ah ben, j'ai entendu, moi, une standardiste qui est passée derrière la maquette et qui a dit « Oh là, c'est pas joli ce vert là. Ah bon, tu crois ?» Voilà. Alors, si, enfin, bon, on peut faire son boulot en tant que standardiste, mais bon. Charlie, tu as même problème dans la pub. Moi, j'ai vu aussi dans la pub les DA qui faisaient la pluie et le beau temps, et maintenant, c'est les commerciaux. Et puis le DA, bah, c'est un crayonneur de base, sans idée, parce que les grands DA, moi, ils ont disparu. Les rédac chefs, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais. C'est pas quoi, c'est combien. Ben oui, mais c'est pareil avec... C'est pas quoi le sujet, c'est combien. Combien. Donc, on a fini plus. C'est le comptable maintenant qui a pris le pas sur la création, et maintenant, c'est en bas à droite que ça se passe. Et après, le restant, on s'en tape un peu. J'aimerais revenir sur la grille des tarifs, qui était le sujet de départ. J'arrive à imaginer comment vous avez pu réfléchir ces tarifs par rapport à une surface sur une page, à une quantité d'exemplaires tirés. Maintenant, avec les nouveaux supports, donc Internet, bien évidemment, je pense qu'on est tous concernés maintenant par ça et on va tous viser ce média-là. Comment vous envisagez de... Vous parlez des supports numériques, là, je suppose. Voilà. Oui, les nouveaux supports, tablettes... Voilà, tout ce qui va véhiculer Internet. Et comment vous imaginez faire une grille de tarifs sur quelque chose qui n'a pas de taille, au niveau notamment de la taille d'impression sur un écran, et du nombre d'exemplaires, parce que c'est impossible de mesurer les visites sur tel ou tel site. Je vais passer la parole à Jean-Claude Moxon, parce qu'il a beaucoup travaillé justement sur ce sujet particulier pour mettre au point des barèmes concernant ces nouveaux supports. Eh bien, ça va vous faire rigoler, mais c'est exactement pareil que le papier. Et quand je me suis attelé, c'est vrai que ce truc tout nouveau qui est l'écran, tout le monde est un peu semble perdu, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont très bien compris comment ça marche. Et quand vous allez, vous faites tarif de la presse, par exemple, vous faites Internet et vous tapez tarif de la presse, vous avez là les formats, le prix de toutes les annonces presse que vous voyez sur Internet, c'est calibré au même titre qu'un journal. Et c'est en clic, en CPM, ça s'appelle, clic par 1000. C'est après, il y a des noms à coucher dehors, je ne sais plus comment, sur le coup, là, j'ai plus trop en tête, mais grande bannière, petit ceci, petit cela. C'est calibré, c'est calibré. Ils nous prennent pour des ânes, parce que eux, quelque part, il y a longtemps qu'ils ont calibré le truc et qu'ils savent où ils vont. Et vous retrouvez un CPM, un clic par 1000 quand vous ouvrez le Figaro.fr, tout ça, c'est comptabilisé, il y a des compteurs. Hein, et les compteurs, après, alors toujours pareil, on a nos barèmes, on va vous dire qu'on ne les respecte pas, mais vous avez aussi, je vous dis, tarif de la presse, hein, faites-le, vous allez rigoler. Il m'a fallu longtemps pour trouver un peu tout ça, faire une espèce comment dirais-je, de synthèse, de voir un peu comment ça fonctionnait, et on s'aperçoit que ça fonctionne comme le papier, pareil. Hein, ils sont en quart de page, en demi-page, enfin bon, ils ont changé les noms, mais c'est le même topo. Et quand vous voyez qu'un CPM, un clic par 1000, c'est vendu 50 €, 60 €, 100 €, vous dites, mais attendez, quand on voit que le nombre de clics quotidiens du Figaro, je prends le Figaro, je crois que c'est 1 million, je crois, par jour. Alors,
les prix qui sont annoncés, qu'on lit là-dessus, on se demande s'il ne faut pas mettre une virgule et réduire, diviser par 10, parce que si on applique, on regarde leurs tarifs, mais on est une bande de zozos à côté. Ils nous prennent pour des couillons, parce que vous voyez des sommes faramineuses. Et quand vous voyez derrière tout ça, que Google, ben c'est combien qu'il fait par mois de bénéfices? 1 milliard. Truc de dingue. Hein, et on vient vous dire, monsieur, ça doit être gratuit, parce que quelque part, c'est une économie qui n'existe pas. Ben, tu dis, attends, je rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est effectivement dans cette fameuse machine à laver. Que la presse, ben, elle y va à reculons, mais à la presse quotidienne, ben, je pense que dans 5 ans, il y en aura beaucoup qui seront que sur Internet. Les gens vont de nouveau reprendre des abonnements qui seront peut-être moins chers, mais moins chers de quoi et de qui de quoi? Un livre, si vous prenez un livre par exemple, le fromage d'un livre, la répartition, le libraire va gagner 33%, c'est à peu près la base, la FNAC 40%, la diffusion va vous bouffer encore 20%, grosso modo. Donc on va se retrouver déjà rien qu'entre le transport, la diffusion et le libraire, avec déjà 60% du prix de revient d'un livre. Il ne reste plus que 40. Dans ces 40, le bouquin, il n'est toujours pas créé, il n'a rien fait. Il faut payer l'imprimeur, il faut payer les droits d'auteur, il faut que l'éditeur, et là je lui tire un coup de chapeau parce que des fois il doit avoir de belles sueurs, enfin dans le bouquin papier, il doit avoir de belles sueurs, parce que quelque part la marge elle est toute petite finalement. Et si son bouquin il n'arrive pas à le vendre, bah, ça va revenir, va se le reprendre dans le nez 6 mois après avec les retours de librairie, et le gars il est content. Donc l'évolution du numérique, on va vous dire les journaux sont moins chers quand vous allez vous prendre des abonnements sur les journaux. Mais oui, ils sont moins chers. Ça ne va pas changer, ça ne va pas changer la structure du journal lui-même, journaliste et compagnie, parce qu'eux, admettons qu'ils sont toujours à 20% par rapport à ce global du journal lui-même, on va quand même enlever la distribution, l'impression, le papier, le transport, le diffuseur, le libraire et tout ce qu'on voudra. Le coût de revient, il est toujours le même. Il est à 20%. Alors, si le canard, après, parce que quand ça va être en clic, après ça, il n'y a plus de transport, il n'y a plus que dalle. Il va y avoir les tuyaux quand même. C'est la grosse bagarre, c'est pour ça qu'ils s'acharnent tous, hein, les Amazon, le FACA, là, comme on les appelle, s'acharnent tous pour avoir la gestion des tuyaux, ce qui revient à dire la gestion de l'image et le transport de l'image comme auparavant avec le papier, qui sera quand même moindre. Donc on va se retrouver avec une presse qui sera moins chère, mais qui revient au même prix pour le journaliste. Et le bouquin, on est dans la même situation. Et moi, j'ai un espoir en voyant tout ça, c'est que le livre numérique, quand on a les compteurs, c'est foutu clic, puisque tout est comptabilisé, tout est comptabilisé. On devrait pouvoir arriver avec un livre et avec un éditeur, lui dire, écoutez monsieur, tu vas plus transpirer, apporter ton bois pour faire ton papier, aller chercher ton encre et tout le tintouin. On en arrive au clic, et tu vas tu vas payer, tu vas être rémunéré, tu vas vendre ton bouquin directement à toute vitesse, hein, et tu n'auras pas tous ces transports, tu n'as pas toutes ces charges et tout le bastringue. Donc, quelque part, si l'éditeur et les auteurs commencent à bien comprendre, et surtout les éditeurs, bien comprendre que tout le monde est gagnant dans l'opération, bah vous aurez votre relevé en clic tous les mois ou en machin, et l'éditeur dira, bah tiens, voilà, il y a ça qui te revient, et avec un contrôle. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un contrôle de la CEF ou un système de contrôle qui certifie, qui peut certifier le nombre de clics qu'il y a, et on devrait quelque part s'y retrouver tous. Mais ce passage, nous on a fait déjà le passage au numérique, on s'est embourbé tout le bazar, les photoshiots et compagnie, c'est comme ça. Mais ils n'y sont pas encore tout à fait. J'étais au Salon du Livre l'année dernière, j'ai été traîner mes guêtres là-dedans pour voir un peu. Ben, on sent que les gens, ils sont encore dans leur poussière, et dans leur bouquin, et que le passage au numérique, il semble compliqué. Le problème, ça va être de nouveau, comment on va faire pour éviter le piratage des livres et tout le bazar. On sent une réticence au niveau de la presse et au niveau du livre, de cette mutation. Vous rendez-vous compte qu'entre les premiers signes de l'écriture et Gutenberg, il y a 3500 ans. Entre Gutenberg
et l'arrivée du numérique, on en a 600, 400, 500 à peu près, si on veut, et Google, ça a 20 ans. Google, quand il a commencé, il n'y avait rien dedans. Aujourd'hui, Google, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Et quand on voit que toutes ces bibliothèques ont été gérées et créées par du contenu que les gens donnaient gratuitement, on te dit c'est faramineux que ça puisse évoluer comme ça. Donc dans cet espace de 20 ans, la mutation de toutes les restants de l'impression, quand on est passé du scribe à Gutenberg, déjà ça avait fichu le bordel. Mais c'est quand même... Et après, bah oui, il faut bien rigoler un peu. Et là, maintenant, cette mutation terrible, c'est vrai qu'intellectuellement, ce n'est pas facile à gérer. Et puis les gens se disent, est-ce que le livre, il va disparaître, il ne va pas disparaître? Est-ce que on n'en sait trop rien. Il y a une énorme... Là, on a pendant 5 ans encore, je pense qu'on est dans ce bazar où tout le monde cherche et tout le monde cherche une solution. Moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir. C'est la première fois où on va pouvoir tous savoir exactement ce qui se passe et pas aller voir un éditeur qui va dire bah, écoute, mon pauvre vieux, j'ai pas vendu. Non, non, il y a le compteur. Voilà, c'est faudrait qu'on arrive à ça. Qui c'est qui a une question? Oui, bonjour. En fait, j'ai une question par rapport à un statut de photographe salarié dans une agence de communication. Lorsque la personne s'en va de l'agence pour une raison quelconque, au niveau des droits d'auteur du photographe, comment ça se passe? Qui veut répondre? Joël, je pense. Des questions pièges, ça. Bonne question. Normalement, de toute façon, tout ce qui est droits moraux reste toujours sur la tête de la personne, qu'elle soit dans l'organe de presse ou pas dans l'organe de presse. Donc, de toute façon, tout ce qui est de son droit à la paternité, l'obligation de mentionner son nom sur toutes les photos, ça ne s'éteindra jamais. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça score sur les droits patrimoniaux. Ça va dépendre de son contrat, logiquement. Selon l'étendue du contrat et selon la cession qui avait été faite dans le contrat d'origine, elle va soit pouvoir arrêter la diffusion, enfin exiger d'arrêter la diffusion des photos dont elle est l'auteur, soit au contraire, les photos vont continuer à être exploitées et après viendra la question de l'éventuelle rémunération. Et là, vraiment, je n'ai pas de réponse magique. Il faudrait vraiment voir d'un contrat à l'autre et puis surtout d'un statut à l'autre, parce que là, vous me parlez de journalistes, mais dans la loi Adopi, ils ont tendance à pas mal distinguer entre différentes formes de cession et différents groupes de presse, etc. Donc, je crois que ça remplirait un ouvrage complet. C'est une agence de communication. Ah, une agence de communication, pardon. C'est bien ça, oui. Donc, non, alors là, ça dépend vraiment du contrat, par contre. Il faut vraiment bien blinder le contrat. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que le contrat, au départ, qui est signé par cette personne, indique clairement ce qui se passe avec ses photos ou avec ses créations au moment où elle part de l'agence. Ça, c'est important, oui. Merci, mais pas de réponse miracle, parce qu'il y a vraiment de quoi faire un ouvrage complet. Une autre question? Oui. Bonjour, c'est vis-à-vis de la question d'avant, là, avec le nombre de clics. Là. Par exemple, quand on regarde des sites Internet, quand on navigue sur différents sites Internet, on peut retrouver plusieurs fois les mêmes images. Et en fait, on se rend compte que c'est les créateurs des sites qui pompent sur des bases de données. Comment ils gèrent ce nombre de clics si les sites ne sont pas encore créés? Et enfin, voilà. J'ai pas très bien compris votre question, excusez-moi. Quand on navigue sur Internet d'un site à l'autre, on constate des fois que l'image est à plusieurs endroits sur différents sites. Donc je pense que c'est les créateurs des sites qui font appel à des bases de données pour créer des bases d'images pour créer les sites. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'en général, les sites Internet des grands groupes comme Le Monde ou Le Figaro ont des contrats, souvent avec l'AFP. Hein, en général, c'est leur fournisseur principal. Il y a aussi AP ou de temps en temps d'autres sources américaines, style Getty ou Corbis. Mais de toute façon, ce ne sont que des contrats. C'est-à-dire que les gens qui utilisent ces photos
vont chercher dans des bases de données fixes. Ils ne vont pas chercher dans différents endroits. Ils sont obligés par contrat de publier des photos de l'AFP, de Reuters, aux endroits où ils ont le contrat. Ce qui fait que vous retrouvez forcément les mêmes photos partout, puisque tous les grands sites ont les mêmes contrats. Je pense ajouter quelque chose qui est absolument incroyable, c'est qu'on trouve les mêmes photos sur Internet qui se répètent. La même photo, on la voit partout exactement. Et quand on travaille dans un journal papier, il y a les rédacteurs, les journalistes ou les maquettistes ou autres qui vont aller sur Internet, ils vont taper des mots-clés sur Google, ils vont trouver la photo, ils vont dire « Ah, la voilà, on veut celle-là ». Et on fait tout pour leur expliquer, justement parce qu'elle est partout sur Internet, sur Google, un lecteur peut faire exactement la même manip et aller voir la photo. On devrait peut-être trouver autre chose pour le papier. Et ça ne marche pas. C'est très malheureux. Je pensais surtout sur sur des sites en image d'une banderole de site. De temps en temps, on constate que c'est les mêmes photos d'un site à l'autre sur un même thème. C'était pas forcément du journalisme, enfin des photos de journalisme. Non, mais on parle des titres de presse ou on parle de sites ou de blogs ou autres? Des sites ou des blogs. Ah, mais les sites et les blogs, ça c'est encore autre chose parce qu'ils vont aller faire leur recherche sur Internet, ils vont trouver une photo, ils vont tout simplement la transmettre sur leur site. Ce ne sont pas des organes de presse officiels, donc le pillage sur Internet c'est très facile. Hein. Tout le monde le fait. Il y a une certaine tolérance pour les blogs. Même Magnum a mis en place, ou est en train de mettre en place un système où ils permettent aux gens d'aller regarder sur leur site et utiliser des photos sur leur blog, etc. C'est toléré, ce genre d'utilisation. Mais on parle d'organes de presse où il y a la photo, elle a une valeur commerciale aussi, parce qu'ils vendent leurs abonnements et leurs journaux. On ne parle pas de la même chose, là. Là, je vais prendre le cas d'un ami qui a monté un site internet et en banderole de décoration de son site, c'est une photo pour représenter son métier. Oui. Donc c'est une société qui lui a fait son site. Cette photo-là vient des bases de données de cette société créateur du site. Ah oui, mais ça c'est du pillage, oui. Enfin, s'ils n'ont pas payé pour la photo et ils utilisent la photo pour vendre leurs produits, ou c'est une société pour vendre leur marque, c'est du pillage, oui, bien sûr. Mais s'ils ont travaillé quand même avec un photographe, quelle est la relation qu'il a vers le photographe? S'ils ont payé le photographe, voilà. Enfin, je sais pas. Il y a deux solutions. Ou bien c'est du pillage, ou bien c'est de travail honnête. Mais ce que je voulais savoir, c'est que cette photo, elle peut être utilisée pour le site de mon ami. Mais s'ils ont payé un photographe pour faire une photo pour leur site, elle est utilisable une fois sous contrat. Je vais faire un peu la pub de la CEF. On a, je ne sais pas la proportion de photographes professionnels ou d'amateurs qu'on a ici. Comment? Oui, la CEF, pardon, merci, Charlie. La CEF, c'est la société d'auteurs des images, des images fixes. C'est une société d'auteurs qui a été créée, encore une fois, par l'UPP, à l'instar par Marc Garanger, encore une fois, et toute la bande de furieux de l'époque, qui avons réussi à monter une société d'auteurs, dans les contrats, on cède on leur confie la gestion des images numériques et des droits numériques. Et il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ce bazar, c'est que quand on est sociétaire de cette société d'auteurs, qui a le même titre que la SACEM et tout le Bataclan, c'est le même système. Le problème qu'on a quand on a un conflit avec un client ou quelqu'un qui vous a piqué une photo que vous retrouvez sur Internet, quand vous allez au carton personnellement, ça tourne toujours au drame et il y a toujours de la casse. C'est-à-dire que le photographe, généralement, dit « écoute, peut-être on va te payer, mais alors toi, on ne veut plus te voir dans le paysage ». Au travers de la CEF,
quand vous demandez à la CEF de faire cette démarche, c'est la société d'auteur qui attaque, qui va monter au créneau. Vous n'êtes pas en première ligne. Et une société d'auteur, quand il y a marqué société d'auteur et qu'une entreprise ou quelqu'un reçoit une lettre d'une société d'auteur, ben, ils se couchent très très vite parce qu'ils ont peur. Alors, j'en ai parlé encore hier avec les gens de la CEF et il y avait comment ça s'appelle déjà? Aurore? Non, à la CEF, c'est qui? Non, pas Olivier, non, bon, peu importe. La jeune personne qui s'occupe de ça me dit, mais Jean-Claude, c'est tous les jours qu'on fait ça. Comment? Élodie, voilà. Élodie. Elle me dit, mais c'est tous les jours qu'on fait ça. Et ça paye. Alors, quelque part, ça veut dire aussi que, parallèlement à tout ce système numérique qui se met en place, si on donne de la force à cette CEF, à cette société d'auteurs, on va, nous, photographes aussi, avoir un petit peu plus de structure et d'outils de coercition pour pouvoir dire, attendez les gars, vous faites les marioles, mais on va vous tomber dessus, parce qu'on est quand même aussi équipé. On a une société d'auteurs, on a des règlements, on a la loi un peu pour nous. Vous voulez faire les marioles, on va un peu s'occuper de vous. Je voudrais dire aussi aujourd'hui, que quand on voit une photo et qu'on vous dit dans Cacalia, tous ces trucs à la godille, une photo à 15 centimes d'euros, hein, c'était un peu la base, c'est ce qu'on entend un petit peu partout, 15 centimes d'euros. Alors j'ai fait le calcul, 15 centimes d'euros, c'est 1 minute de SMIG. Le SMIG horaire est à 9,50 €. Quand vous divisez par 60, on arrive à 0,15. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez vendu une photo, vous avez vendu 1 minute de SMIG. Si vous pensez que c'est cohérent et que c'est un machin qui va vous payer votre matos, bah venez voir, on ira boire un coup après, parce que là, on va se marrer. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut remettre un petit peu en place et des notions qu'il faut avoir. C'est que quand Internet est né et quand tout ça s'est né, tout le monde s'y est précipité. L'Eldorado, ça y est, c'est parti, c'est la Nouvelle-Californie. C'est pas si vrai que ça. Il y en a et je pense que même tous ces sites ont dû être même étonnés de voir le nombre de gens qui ont cru à cet Eldorado, qui leur ont balancé des photos. Je pense que même au départ, quand on parle de ces gens-là, ils étaient dans un des hébergeurs français, un des plus gros hébergeurs français. Donc ils ont vu la machine, comment elle tournait. Et quand ils se sont mis à lancer le bastringue, bah, ils se sont dit, c'est qui tout double, ça on gagne, on perd ou on gagne. Mais quelque part, quand ils ont vu les masses de photos qui ont arrivé, ils se sont dit, ça y est, bingo, on a gagné. Parce qu'on va grappillocher des trucs de 10 €, 5 €, enfin des miettes d'euros par-ci, par-là, qui font à la sortie que quelque part, bah, ils sont gagnants, parce que j'ai vaguement entendu dire qu'on ne va pas vous payer si vous n'avez pas fait déjà 30 € de chiffre d'affaires à tout ce baston ou un truc comme ça, parce que comptablement parlant, c'est pas rentable de faire une note d'auteur ou une facture à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un argent qui dort, c'est colossal. Hein, ça tourne et on continue. Continuez d'alimenter tous ces gens-là, c'est génial. Qui c'est qui a quelque chose à dire? Oui, je voudrais revenir sur Internet. Parce que c'est un média nouveau, effectivement, qu'on maîtrise encore mal. Et dans la première caractéristique, c'est d'accélérer de façon considérable la circulation des informations et notamment des images, et avec des difficultés de contrôle. Mais il faut mettre un bémol. On voit maintenant apparaître des systèmes qui se mettent en place progressivement. Je réponds à la question de quelqu'un tout à l'heure. On peut mieux maîtriser maintenant, on pourra de mieux en mieux tracer les photos sur Internet et donc pouvoir aller chercher un diffuseur indélicat, au moins savoir qu'il existe. Ça va se mettre en place. Et donc, je veux dire, le système peut se retourner de ce point-là. Mais ça, c'était une aparté. Ce qui me semble important, c'est de voir la règle du jeu qu'on peut essayer de définir pour la circulation des images sur Internet. Il est bien évident que pour nous, là je parle en tant que photographe, pour nous, ce qui est important, c'est que dès lors qu'il y a un usage professionnel d'une image, c'est-à-dire que quelqu'un en fait son profit pour faire du commerce, pour assurer sa promotion, sa publicité, il est normal qu'il paye des droits d'auteur. En revanche, qu'il y ait une circulation domestique des images,
Bon, bah, c'est comme quelqu'un fait circuler un album photo. Quelqu'un qui met des photos sur Facebook, c'est ses images personnelles. Si ces photos circulent, ça ne génère pas d'activité économique, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc on peut effectivement considérer là qu'il n'y a pas à générer de rémunération pour l'auteur. Toute autre chose, encore une fois, est si quelqu'un se sert de l'image pour faire une publicité, pour faire un livre, etc. Donc tirer un bénéfice. Mais par contre, quelque chose sur lequel il faut vraiment se battre, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'utilisation sans autorisation de l'auteur. Parce que, rappelons toujours, il y a le droit patrimonial, c'est-à-dire la rémunération à laquelle on peut prétendre pour la diffusion d'une image, mais il y a avant ça le droit moral. Un photographe, enfin une image photographique est toujours le résultat du travail d'un auteur, et l'utilisation, même gracieuse, de cette image doit se faire avec l'accord de l'auteur, qui doit lui-même dire s'il est d'accord pour que cette image soit utilisée gracieusement dans telle ou telle condition, ou s'il n'est pas d'accord. Et donc, le danger, enfin le mauvais penchant d'Internet, c'est de dire je trouve une image sympa, je la mets sur mon blog, puisqu'il n'y a rien à payer, je ne demande pas l'autorisation. Non, une image, on n'enrôle pas une image photographique sur un blog, même à titre familial ou sympathique, parce qu'on n'est pas forcé d'adhérer à la cause de ce blog, tout simplement. Et donc, il faut vraiment défendre l'idée que tout usage d'une image prise sur Internet doit se faire au départ avec l'autorisation de l'auteur. Et si cet usage induit un chiffre d'affaires, induit une activité économique, eh bien, il faut payer les droits d'auteur. Oui. Est-ce que, Joël, tu veux dire un mot là-dessus ou... Merci, il était éteint. Oui, j'allais réagir vivement à votre propos, mais à la fin, vous l'avez complété vous-même. Ce qui est important de savoir, c'est que le Code de la propriété intellectuelle considère que toute autorisation illicite est une contrefaçon, quelle que soit la finalité de l'autorisation, qu'elle soit commerciale ou professionnelle ou pas, ça ne change rien en théorie. Là où en effet le caractère commercial ou le caractère professionnel va changer, c'est au niveau de l'indemnisation. C'est-à-dire qu'on va dire, attendez, monsieur ou société Intel, vous utilisez cette photo sans avoir payé les droits pour ça, sans avoir rémunéré un photographe ou au moins son agence. Et donc avec ça, vous faites ce qu'on appelle du parasitisme, parce que sans bourse déliée, vous faites votre propre promotion. Au niveau des dommages et intérêts, ça va forcément influer. Mais en théorie, vous avez le droit de poursuivre en tant que photographe n'importe quel utilisateur de votre image et pas uniquement en termes de droits moraux. C'est-à-dire que vous êtes photographe et vous retrouvez votre image sur le blog d'un internaute particulier, enfin particulier dans le sens non professionnel, et qui l'utilise pour illustrer son blog, vous pourriez aussi, et ça se fait souvent, réclamer des dommages et intérêts qui ne sont pas que la compensation de votre droit moral parce que vous n'avez pas donné votre autorisation et que dans le plus fréquent des cas, votre nom n'a pas été indiqué en dessous, mais aussi des droits du fait de la reproduction elle-même. En utilisant la photo sur son blog, il a reproduit votre œuvre et ça, c'est un des droits patrimoniaux. Donc on peut poursuivre... Alors qu'il y ait une tolérance ou qu'il n'y en ait pas en pratique dans certains milieux, c'est une chose, mais on peut poursuivre un utilisateur de photos qui n'a pas demandé l'autorisation et ou n'a pas payé pour contrefaçon dans tous les cas. Mais, en effet, les dommages et intérêts vont s'apprécier plus sévèrement et de manière peut-être plus précise quand c'est un professionnel qui l'a utilisé. Oui. C'est moi qui ai une question maintenant. Justement, on était en train de dire les blogs, etc., c'est toléré et c'est dommage que ça ne soit pas toléré parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut pas contrôler. Justement, je suis photographe aussi et il y a une de mes photos qui s'est répandue comme un virus sur Internet. J'y vais sur Tinai ou sur elle y est partout. J'ai dit ok, c'est sympa, il signe à chaque fois mon nom, c'est très bien, je suis contente, aucun problème, je vais attaquer personne. Et après, j'ai trouvé que ça a fait la couverture d'un CD de musique, même non commercial. C'est vraiment un groupe de musique de petits jeunes. Alors, j'ai écrit en disant, OK, je vois que vous êtes des petits jeunes, vous avez fait votre disque, moi je veux bien. Mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé d'abord mon autorisation? Et j'attends toujours une réponse. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je trouve ces jeunes-là pour dire, oh, il fallait peut-être me demander. Donc... Mais l'appréciation de l'activité non commerciale, c'est dans le cas que vous exposez, ça c'est vraiment une activité où, grâce à votre photo, c'est pas commercial, non, parce que c'est artistique. En même temps, on vend des CD. Je suis désolée. Ils font un CD pour ne pas le vendre. Pas beaucoup quand même.
Oui, mais le but, c'est quoi quand on fait un CD de promotion? C'est de vendre après. Donc, c'est forcément pour développer leur activité. C'est comme le cas que j'ai eu pour un photographe qui est accrédité, qui va suivre un festival, qui photographie une chanteuse. Cette chanteuse qui trouve les photos sympas, qui pompe toute la haute définition avec le tag, qui était un gros filigrane intégré, et qui met avec le filigrane sur son site, sa page Facebook, etc., pour promouvoir ses concerts, et après, il proteste. Il dit, attendez, vous auriez pu me demander au début gentiment, puis elle répond pas, il s'énerve, et finalement, on en est au tribunal maintenant, parce qu'elle a fait toute sa promotion, enfin toute sa promotion, une partie de sa promotion dessus. Elle l'a superbement ignoré tant qu'on lui envoyait des demandes de mise en demeure amiable. Et dire oui, mais bon, grâce à vous, grâce à mes chansons, pas mal de photographes ont pu se faire connaître. Non, attendez. C'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. Et c'est lui pratiquement qui se voit... non, mais donc je veux dire que oui, mais même un CD de promotion, le but, c'est de faire connaître le groupe. Le but, à terme, pour le groupe, c'est de vivre, peut-être pas de devenir des superstars, mais de vivre et d'arriver à vivre correctement. Donc, c'est une promotion. Donc, ne pas... Alors, c'est un choix de ne pas poursuivre, mais ne pas poursuivre en disant ce n'est pas une utilisation commerciale, pour moi, c'est un faux problème. Parce qu'après, ça va commencer où, l'utilisation commerciale? Vous allez avoir une utilisation à la une d'un grand journal, vous allez dire, ah, mais c'est pas commercial, c'est le droit à l'information. Ben non, désolé. Mais là, c'était quelque chose, un disque, j'ai bien vérifié, c'était un disque vraiment interne, c'était pour les copains et autres, c'était pas vraiment... S'ils deviennent, après, ils commencent à sortir des disques et autres, c'est autre chose. Mais là, pour l'instant, j'ai vérifié, c'est un groupe qui est pratiquement... Il n'existe pas. Le problème, c'est que quand ils seront célèbres, admettons, ben, votre prescription, elle sera acquise et vous ne pourrez plus rien faire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la tolérance. Vous dites qu'il y a une tolérance sur certains blogs, etc. La tolérance, elle se fait de fait. C'est-à-dire que quand un photographe vient me voir en disant, vous savez, on m'a piqué cette photo à différents endroits, alors il me les énumère. Dedans, entre guillemets, je trie. C'est-à-dire je ne lui impose pas des choix, mais je dis, écoutez, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le plutôt en effet contre cette société-là qui se fait sa pub grâce à vous, contre cet artiste-là éventuellement qui fait sa promotion grâce à vous. Là, vous avez un gamin qui est blogueur manifestement. De toute façon, il n'est pas solvable. Faites-lui peur. Non, faites-lui peur. Oui, attention, ça ne se fait pas. Généralement, ça suffit. Et puis, on regarde quelques temps après, on voit qu'il y a moins de photos sur son blog. Mais donc, la tolérance, elle va se faire comme ça. Mais dans la loi, il n'y a pas de tolérance. Dans la loi, c'est toute utilisation est une contrefaçon, point. Et à partir de là, ben, l'auteur décide encore de poursuivre ou pas. Ça, c'est son choix. Oui, merci Joël. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Moi, le point que j'essaie de faire, c'est que c'est tellement vaste, c'est tellement énorme. S'il y a, par exemple, une photo que j'ai donné l'exemple, elle est devenue, elle s'est répandue comme un virus, il y a 40 utilisateurs, qu'est-ce qu'on va faire avec les 40 utilisateurs? Est-ce qu'on va les poursuivre? Ou bien dire tolérer, mais avec énormément de vigilance pour toute image utilisée d'une manière commerciale. Où est la limite? Où est la solution? La limite, c'est l'auteur qui l'affiche lui-même en décidant quand il poursuit pas. Mais c'est en tout cas pas à l'utilisateur de se dire oui, c'est pas commercial, ok, j'y vais. Hein, c'est l'auteur qui le fixe, c'est tout. Ça dépend effectivement de la subjectivité de l'auteur. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Le temps qui nous était imparti s'achevant, je crois qu'il y a un monsieur là-bas. Bonjour. Ma question, elle est un peu compliquée. Je pense que ça va être difficile même pour vous d'y répondre. En fait, je suis photographe pro, je fais du backshot, etc. Mais j'ai envie de faire de l'artistique. Personnellement, je fais plus de portraits, etc. Mais j'ai d'autres amis aussi qui font d'autres travaux, qui sont commerciaux, qui sont informaticiens, qui sont tout ça, et qui veulent aller vers la photographie. Et pour cela, font du mi-temps, par exemple, commercial, et mi-temps photographe artistique, si je puis dire. Et pour cela, ils font des expositions, et il est très difficile de savoir à quel prix vendre ces photos, parce que l'aspect artistique, c'est très très particulier. Il faut savoir le vendre par rapport au temps qu'on a pris, par rapport à la qualité de la photo, par rapport au temps qu'on y met. Mais je vois, monsieur, vous êtes peut-être... Vous savez, vous avez le même problème pour les peintres. Hein, et pour tout ce qui va en galerie, à combien je peux vendre?
Et là, c'est à vous de vous estimer si votre travail vaut le coup ou pas. Et votre galerie, si vous êtes en galerie, le gars en galerie aussi, c'est pertinemment à quel prix on peut vous vendre. Là, c'était plus une question pour démarrer, c'est-à-dire sans passer forcément par une galerie, etc. Mais commencer. Vous faites comme les marchands de meubles. Vous prenez le prix de revient de votre photo et multipliez par 3. En tout cas, vous ne descendez pas en dessous. Moi, ça m'arrive de voir des gens qui viennent aux conférences et qui me disent ouais, j'ai vendu cette photo 25 €. Je dis attendez, c'est quoi? C'est une photo aérienne? Vous avez payé combien? Le drone ou l'hélico ou le pilote? Et l'essence pour aller jusque-là? Et le boîtier avec lequel vous avez fait cette photo? Et je ne dis pas que chaque photo coûte 3 000 € parce que c'est une photo aérienne. Je prends cet exemple-là. Mais attention, au prix de revient, ce n'est pas que le prix du papier pour le tirage et le prix du cadre. Donc déjà pas en dessous, parce que déjà les artistes qui arrivent à fixer 3 fois leur prix de revient, c'est pas mal, mais il faut déjà s'entendre sur ce que c'est que le prix de revient. Par contre, c'est sûr que vous n'allez pas vendre votre photo, ni moi, je vais reprendre mon exemple, en photo aérienne, au même prix que celle d'Yann Arthus Bertrand. Donc il y a forcément une notoriété qui fait que la photo va se vendre mieux, et ça, c'est, il faut débuter un jour. Donc, il y a ce fameux, vous savez, quand il y a eu le barème à points qui a été fait, était basé aussi, enfin pour ceux qui connaissent le barème, là, ici, a été dans le même esprit que les peintres. Les peintres, quand vous entendez un peintre, il va vous dire je suis à 10 € le point, 20 € le point, 1 000 € le point, 5 000 € le point. Hein. C'est toujours des problèmes de cotes de peinture et de prix qui sont liés aux salles des ventes et liés avec des endroits où on peut dire tiens, il a atteint cette cote-là, qu'on retrouve après répercuté dans le Bénézite, qui est le bouquin dans lequel on trouve toutes les cotes des peintres à travers les salles des ventes et les ventes qu'il y a, et on arrive à définir à peu près quel est le montant du point. Le montant du point en peinture. En photo, on est à peu près pareil. Hein, c'est à peu près après. Vous savez, dans les salles des ventes, ça va se passer simple. Vous allez vouloir vendre des photos ou des tableaux, enfin, admettons vos photos. Le commissaire préviseur, il va vous dire bon, on va commencer à 200 ou 100 ou n'importe quoi dans l'histoire qui s'était produite là à Marseille ou par là-bas. Rien ne vous empêche d'avoir des copains dans la salle qui font monter les enchères pour justement faire monter la cote du peintre ou du photographe. Ça s'appelle déjà, comment on appelle ça déjà? Il y a un nom, je m'ai échappé, ça va me revenir. Des bourreurs, je crois, un truc dans ce goût-là, un truc à mourir de rire. On bourre les prix. Ça va être un truc comme ça. Mais c'est de tout temps. Donc les photos, c'est pareil. C'est qui va vous... C'est un problème d'offre et demande. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. Tiens. Et après, je vais vous dire encore un seul truc. Dans le monde, quand vous regardez Art Price ou quand vous regardez un petit peu tous ces bouquins-là de codes moyennes de photos, de vente photos, 70% des photos se vendent, pour vous donner les prix, 70% des photos se vendent en dessous de 5 000 €. Comment? Je sais pas, peut-être sur l'autre côté, pardon. 70 € se vendent en dessous de 5 000 €, 20% se vendent entre 5 000 et 20 000 €. Et les grands prix qu'on entend là, comme ça, pour faire joli, il y en a très très peu. Hein, pour vous donner des bases de prix de tableaux et de vente photos. Oui, bonjour. Je reviens sur la question des barèmes et de la cession des droits à l'image. Pour des particuliers plus que pour des entreprises, parce que bien évidemment les entreprises s'en servent pour leur communication et leur vente. Sur les entreprises, du coup, vous avez un barème officiel que vous préconisez. Est-ce qu'il existe aussi un barème identique pour des particuliers? Si non, comment est-ce qu'on peut définir son prix de vente du fichier en haute définition? Parce qu'on a déjà facturé sa prestation, on a déjà vendu du tirage, vendu des produits. Et du coup, on se retrouve à vouloir ou à devoir vendre un fichier en haute définition pour le client qui veut le garder sur une durée plus longue, sans forcément avoir de barème aussi. Le barème, il s'applique à tous, il ne s'applique pas qu'aux entreprises. Enfin, en théorie. Oui, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre professionnels et amateurs, entre particuliers et professionnels par rapport à une cession de droit. Ni du côté auteur, ni du côté utilisateur. Si je peux peut-être dire un mot sur la façon dont les tribunaux accueillent les barèmes,
sais pas si on a encore le temps pour ça. En fait, moi, je suis assez frappée quand je regarde les décisions de justice dans lesquelles on se réfère explicitement au barème UPP ou d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est que de manière générale, d'abord, c'est très peu fréquent, et même quand les photographes argumentent leur demande sur base du barème, généralement, soit le tribunal n'en tient même pas compte, il dit voilà, avec une petite clause de style un peu rapide, il est équitable d'allouer autant de manière proportionnelle. Donc déjà là, on n'applique pas la règle de manière forfaitaire, on n'applique pas la règle de la proportionnalité. Et ce qui revient assez souvent, et là il y a peut-être un travail de fond à faire au niveau peut-être de l'UPP ou je ne sais pas, c'est que les tribunaux rejettent l'application du barème UPP en disant mais le contrefacteur ne fait pas partie de l'UPP, évidemment. Il y a d'autres choses dans l'autre sens. Hier, on était en réunion de photographes à l'UPP et j'ai vu des gens qui sont venus et des gens qui sont venus nous dire grâce au barème, on a pu tenir. Ah oui, mais tant mieux. Faut pas seulement dire que le barème, c'est... Attends, il y a les deux côtés, faut pas oublier. Attention, ce que je disais, c'est que il est peu utilisé, mais en effet, ça arrive qu'on s'en serve. Mais la seule chose, c'est que je vois des tribunaux qui le rejettent simplement en disant mais le contrefacteur ne fait pas partie de l'UPP. C'est un argument. Non, mais c'est une ânerie, ça. On est bien d'accord. Là, ça m'énerve, là. Non, mais c'est pas une critique sur le barème. Ce serait une façon de trouver un moyen pour le rendre plus incontournable. Non, mais pourquoi est-ce qu'il y aura une différence pour un particulier ou un professionnel, puisque la barème, elle est fixée sur le prix, sur le coût de l'image. Et le photographe professionnel qui vit de ces images, ça lui a coûté tant d'expérience, de travail, de temps passé sur la photo, de matériel d'équipement pour faire la photo. Donc c'est sur ces bases-là que la barème est placée. Donc ça dépend quel genre de produit on veut acheter. N'importe qui veut acheter un produit fait par un artisan professionnel, paye un prix, et quelqu'un qui veut acheter de contrefaçon paye le prix d'un contrefaçon. Dans ces cas-là, il faut acheter des photos d'amateurs et ça ne sera pas le même prix et pas la même qualité. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aura une différence entre un acheteur professionnel ou un acheteur amateur. Bien. Particulier, je veux dire. Merci, Aline. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que nous terminions cette conférence ? Non, on ne voit pas. Très bien. Alors merci aux participants d'être venus. Merci à vous d'être venus. En guise de conclusion, je dirais juste une seule chose, c'est que négocier correctement le prix de ses propres créations, c'est les respecter tout simplement. Merci et bon salon.